Vincent, c'est à vous que je vais poser la première question. Le constat, il est terrible ce matin. C'est une guerre qui vient bel et bien d'être déclenchée en Europe. Oui, c'est sans précédent en fait, parce que quand on essaie de remonter le fil de l'histoire, on se rend compte que les dernières fois que la Russie est intervenue, que ce soit à Budapest en 56, à Prague en 68, à Kaboul en 79, c'est toujours à l'appel du gouvernement local, d'un parti frère et à l'intérieur d'une alliance militaire. Donc il y avait des accords de défense et une sorte de base juridique à une intervention de ce genre. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Alors sur quoi s'appuie Vladimir Poutine pour intervenir? En fait, c'est le décalque d'une intervention précédente, celle des otaniens, celle des occidentaux, en 98 au Kosovo. Et donc on a entendu le président la nuit dernière expliquer qu'il y avait un génocide en cours. C'était le même alibi qu'avançait l'OTAN en 98 avec le génocide des albanophones du Kosovo, et il a expliqué qu'il intervenait pour finalement rendre la justice et traîner devant un tribunal. C'est pas la CPI, on ne sait pas lequel très bien d'ailleurs, mais rendre la justice et faire rendre gorge donc à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Kiev. C'est donc une opération qui n'a pas de précédent, qui était annoncée par toutes sortes de signaux. Le discours de Poutine était clair et il était menaçant, et il a recommencé la nuit dernière en expliquant qu'il n'était pas question de se mettre en travers de son chemin. Il reste quand même malgré tout, à l'heure où l'on se parle, 8h42 ce matin, Vincent, des incertitudes, peut-être un manque d'informations sur l'ampleur réelle de ces opérations militaires. Est-ce que Kiev, la capitale de l'Ukraine, est-elle véritablement directement visée? Est-ce que le pouvoir ukrainien doit être renversé dans l'optique de Vladimir Poutine? Est-ce que, là encore, on n'est pas dans une zone un peu d'incertitude? Ah non, mais ça fait aucun doute que s'il peut traîner par le cou Zelensky devant une haute cour quelconque, il le fera, et il fera rendre gorge à tous ceux qui ont versé le sang de russophone. Non, il parle d'une opération militaire spéciale. C'est une litote qui va rester dans les annales, et ça renvoie à une expression très curieuse qu'il a utilisée 2 fois, notamment par écrit dans sa réponse à Biden il y a 15 jours de ça, où il parlait de mesures technico-militaires. Ouais. C'est-à-dire, comme les Américains refusaient de passer avec lui un accord global de sécurité en Europe, il parlait de mesures technico-militaires qu'il allait être amené à prendre. En l'espèce, il s'agit, semble-t-il, depuis cette nuit, de détruire l'armée ukrainienne qui s'est considérablement renforcée depuis 8 ans. Est-ce que la communauté internationale a les moyens de réagir fortement pour stopper Poutine? Oui. Prions, mes frères. Ouais, laissons ça aux Américains. Que voulez-vous que je vous réponde? Est-ce que les sanctions... Tout le monde a une conscience aiguë du fait que la Russie possède un stock d'armes nucléaires considérable, qu'elle a les moyens d'imposer ses vues à son étranger proche, et qu'il n'y a que le dialogue pour essayer de restaurer un semblant de rapport de force qui nous soit favorable. Ce qu'on voit là, c'est que les armes spéciales que Poutine avait exhibées il y a 1 an, en tout cas des armes de haute précision, sont en train de tailler en pièces l'état-major de Kramatorsk, Kharkiv, qui était l'ancienne capitale ukrainienne, c'est là où on fabrique les Antonov, où il y a des pistes d'aviation, etc., et qui est une grosse base de réservistes, et puis Odessa, où il y a la marine. Donc c'est vraiment en quelque sorte les outils principaux de l'armée ukrainienne qui sont en train d'être rasés. Charlotte Dornelas, on est tous un peu surpris, un peu sidérés ce matin en tant qu'observateurs par la brutalité, la rapidité des événements. La classe politique française donnait l'impression de ne pas trop y croire ces derniers temps, à l'inverse peut-être de ce qui se disait aux États-Unis. Les observateurs français, la classe politique française n'a pas été visionnaire sur ce sujet.
Non, mais sans être visionnaire, il y a deux courants qui s'affrontaient, à mon avis. Il y a d'abord l'idée selon laquelle la guerre ne peut plus arriver chez nous. C'est impossible et ça fait des années qu'on vit avec cette idée-là. Et en effet, Vladimir Poutine explique depuis des années à la fois ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à faire malgré les sanctions, puisque nous n'avons que ce levier-là, en tout cas depuis quelques jours, c'est ça dont on nous parle de notre côté à nous. Et après, il y a l'autre idée selon laquelle il faut faire la guerre à Vladimir Poutine s'il entre en Ukraine. Et on a ces deux discours qu'on a eu ces derniers jours. Je pense pas que les gens ne pensaient pas que Vladimir Poutine pouvait aller jusqu'au bout, puisque beaucoup le prévoyaient ces derniers jours. Mais le problème, c'est que beaucoup ne voulaient pas y croire ces dernières années, alors même que lui était quand même assez clair à la fois sur ses intentions et encore une fois sur les outils qu'il était prêt à prendre pour y parvenir. Fathia Aghat-Boujelat, vous aussi, vous êtes un petit peu circonspect par rapport à l'attitude de la classe politique française et de ses responsables. J'ai été très étonnée parce que la diplomatie, ça consiste déjà à parler à ses ennemis, pas à ses amis, mais des mots qui ont été employés. J'ai entendu dire que Poutine était dément, qu'il était clairement fou. Quand Poutine dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, il parle du bataillon Azov, anciennement régiment Azov, qui est un bataillon de volontaires rattaché directement au ministère de l'Intérieur et qui a choisi comme emblème le symbole de la division Das Reich, ceux qui ont massacré Oradour-sur-Glane et les autres. Donc il fait clairement référence à ce bataillon-là qui assume des positions anti-slaves extrêmement racistes, virulentes et antisémites. Il n'y a pas eu de génocide des russophones, ça c'est sûr. Mais quand on a fait de l'histoire, moi j'enseigne l'histoire, au niveau collège, je suis modeste. On sait que la Russie a toujours eu besoin de se constituer des marches. C'est-à-dire qu'une frontière, ça se protège pas depuis l'intérieur du pays. Ça se protège avec des provinces connexes, voilà, sous son contrôle. Et je pense que là, ceux qui ont peur, les Français, c'est pas notre réaction qui compte. C'est celle plutôt des États baltes, de la Pologne. On comprend maintenant pourquoi ils ont toujours acheté des avions de guerre américains, pourquoi ils ont toujours fait plus confiance à l'Amérique qu'à l'Union européenne ou même à l'OTAN pour les protéger. Voilà, eux, ils doivent vraiment être effrayés par ce qui se passe parce que eux sont directement menacés. Et justement, Vincent Herouet, sur ces anciens pays du bloc de l'Est, ce matin, il doit y avoir une forte inquiétude. Alors évidemment, Poutine ne va pas envahir la Roumanie ou la Pologne, mais enfin quand même, malgré tout, il doit y avoir une... La différence, c'est que la Roumanie et la Pologne, d'ailleurs comme les États baltes, sont membres de l'OTAN. Si vous voulez, pour prendre une comparaison, si Kadhafi ou Saddam Hussein étaient allés au bout de leur projet de se doter d'une arme nucléaire, eh bien Kadhafi et Saddam Hussein seraient toujours au pouvoir. L'intérêt, l'avantage considérable qu'ont les petits États baltes sur l'Ukraine, c'est que même s'il y a une population russophone dans ces pays, c'est qu'ils sont membres de l'OTAN. Et d'ailleurs, les OTANiens ont envoyé quelques renforts sur place pour gesticuler un peu et pour manifester aux yeux du Kremlin qu'on n'abandonnerait pas à leur sort ces pays si jamais ils les menaçaient. Non, ce qui est frappant, c'est que, pour revenir pas loin en arrière, mais le 1er février, le président ukrainien a décidé de réorganiser son armée. Oui. Alors, il a reçu énormément de matériel, des Américains, on a parlé de missiles Javelin 300, de tonnes d'armes qui ont été apportées, c'est des sommes considérables qui sont en jeu. Ce sont des milliards de dollars qui ont été injectés par les États-Unis en Ukraine ces derniers mois. Et tout ça, évidemment, va tomber aux mains, si ça n'a pas encore été réduit ça n'a pas été envoyé à la casse déjà par les armes précises des Russes. Ouais. Tout ça n'a servi à rien. Mais alors, est-ce que l'Ukraine est-ce que l'Ukraine est définitivement perdue pour le camp occidental ? L'Ukraine n'intégrera jamais l'OTAN. Et alors, c'est une chose qui est très curieuse, c'est que personne n'a dit cela et répété ça à Zelensky. En aucun cas, l'Ukraine ne pouvait intégrer l'OTAN. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Crimée a déjà été annexée, le Donbass était en sécession, et on ne fait pas entrer dans une alliance militaire où il y a une forme d'automatisme de la solidarité un pays qui est déjà en conflit avec un autre, sauf à avoir envie
d'aller tirer les moustaches de l'ours. La Turquie est un peu un contre-exemple, qui occupe toujours la moitié d'un État européen, qui s'appelle Chypre. Oui, alors d'abord, c'était en 1974, donc il y a quand même pratiquement 50 ans, donc il y a une sorte de et il y avait une population... Vous avez raison, le parallèle est le bon, parce que personne ne soulève jamais ce problème. Mais je peux vous jurer une chose, c'est que dans l'Union européenne, on s'est beaucoup mordu les doigts d'avoir laissé entrer Chypre au prétexte qu'on n'allait quand même pas sanctionner les Chypriotes puisqu'ils avaient été les victimes d'une occupation turque. On les a laissés entrer en Europe et on a importé à l'intérieur de l'Union une sorte de conflit gelé qu'il est impossible de déglacer. C'est-à-dire que vous ne pouvez dégeler le conflit chypriote qu'en admettant la Turquie à l'intérieur du club européen. Donc c'était une solution. C'était absurde. Sur le plan diplomatique, c'était vraiment absurde de faire ça. Mais le précédent ou le parallèle a quand même ses limites. L'Ukraine n'est pas Chypre. L'Ukraine, c'est, comme vous le disiez très bien, l'étranger immédiat de la Russie. Ces deux pays frères, comme l'a répété, redit Vladimir Poutine en juillet dernier, il l'a écrit, il a expliqué qu'ils étaient historiquement liés à tel point que il ne peut pas y avoir de souveraineté ukrainienne si on lit Poutine. Il n'y a qu'une souveraineté limitée, comme on disait au temps de l'Union soviétique. Charlotte Dornelas, cette situation internationale, elle va forcément avoir des répercussions sur la campagne présidentielle. D'abord, alors vous allez peut-être me dire que ça relève de l'anecdote, mais sur la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, elle va être forcément retardée au plus tard possible. Vous allez me dire, pas au-delà du 4 mars. Mais Emmanuel Macron ne se retrouve-t-il pas un peu coincé malgré tout ? Je ne sais pas s'il est coincé. À mon avis, sa déclaration de candidature ne dépend pas juste du conflit en cours, puisqu'on a compris qu'il tardait et que quelle que soit la raison, on a eu la crise sanitaire, on a maintenant la crise ukrainienne, ouais. et c'est pas tellement ça qui l'arrête. Après, est-ce que ça aura des répercussions? Forcément. C'est-à-dire que si ça devient un sujet, si on a la guerre si près de chez nous, alors qu'on était, l'Europe c'était la paix pour toujours et à jamais, déjà premièrement, et en plus Emmanuel Macron est le chantre, on va dire, de cette rhétorique-là, et par ailleurs, la question qui se pose maintenant et qui peut se poser, en tout cas politiquement, Emmanuel Macron, il y a deux choses. D'abord, c'est lui le chef dans une crise, c'est toujours évidemment un avantage considérable. Ensuite, c'est lui qui aujourd'hui a les rênes. En plus, il met en scène le fait que vraiment il a les rênes. D'ailleurs, il le met peut-être un peu trop en scène ces derniers jours. Enfin, je veux dire, avec une absence de discrétion peut-être sur le fond, mais il n'empêche que c'est un avantage considérable d'avoir les rênes à ce moment-là. L'inverse, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire. D'abord, qu'est-ce qu'il est capable de faire en tant que président français. Ensuite, aux commandes, on va dire, de l'Union européenne. Et évidemment, quand vous avez Juncker, là, qui était l'ancien président de la Commission européenne, qui avait dit à l'époque, si vous voulez éviter la guerre, vous avez les sanctions. Eh bien, on comprend qu'en fait, la seule réponse que nous avons à la guerre, c'est les sanctions. Alors, les sanctions, quand ça évite la guerre, on peut encore imaginer, parce que dans le détail, personne ne sait trop que ça repose surtout sur les populations, évidemment pas sur les gens qui les dirigent. Ça, c'est la première chose. Mais une fois que la guerre est déclenchée, est-ce que les sanctions suffisent? Évidemment non. Ça apparaît aux yeux de tout le monde. Donc, qu'est-ce que va pouvoir répondre Emmanuel Macron concrètement? Là, c'est une question qui va se poser à lui. Oui, c'est vrai qu'il s'est piégé tout seul et qu'il nous a piégés aussi. Il voulait profiter de cette présidence française de l'Union européenne pour vraiment se mettre en scène. Alors qu'il pouvait, il aurait dû simplement inverser avec le pays suivant, je crois que c'était la République tchèque, je suis plus sûre. Oui. Voilà, simplement, et la France aurait pris la suite, parce que la légitimité de l'Union européenne, ça repose aussi sur la légitimité d'un président. Or, un président qui est en campagne électorale n'a pas cette légitimité-là. Donc, je trouve que là, il a manqué de jugeote et il a démontré beaucoup d'orgueil et de vanité, vraiment comme d'habitude. Et puis surtout, la diplomatie, c'est le temps long, c'est la discrétion. À peine une cuillère bougeait sur une table, Macron pondait un communiqué pour dire à quel point il avait fait lui-même bouger la cuillère. C'est juste pas compatible avec la mentalité russe où Sergueï Lavrov, ministère des Affaires étrangères, juste cette anecdote, expliquait sur quoi reposait la diplomatie russe. Il avait pris un verre, il l'avait rempli d'eau et il avait dit dans une conférence de presse, ce verre est vide. Voilà, quelle est la position russe. Alors voilà, faut faire avec des gens comme ça. Alors, comment dirais-je, les dernières 48 heures ont été, sévères pour le président de la République, parce qu'il avait annoncé un sommet, un accord diplomatique, une réglementation, et dans les 48 heures, Vincent Hervouet, Poutine déclenche la guerre. Oui, c'est-à-dire que Poutine nous a sidérés, il avait toujours un coup d'avance, et il nous a sidérés par son
en quelque sorte son toupet, c'est-à-dire qu'effectivement il disait d'accord pour une rencontre avec Biden, et dans le même temps, juste après, il reconnaissait donc les deux républiques du Donbass, et de la même manière, on vient de prendre des sanctions et pof, oui, évidemment, on a toujours un coup de retard, mais on a un coup de retard dans le déroulement de la crise, mais on a surtout un énorme retard dans la conception stratégique, dans le rapport stratégique. C'est-à-dire que ça fait par exemple des années que les Russes se préparent aux sanctions européennes. Ils ont dédollarisé leur économie, ils ont réorienté leur marché, ils ont pris des mesures vraiment de longue haleine, alors qu'on est incapable d'avoir une politique au-delà de la prochaine élection. Et ils ont du gaz, voilà. C'est comme, on l'a trop présenté comme l'homme malade de l'Europe, parce qu'on confond toujours Europe et Union européenne. L'Union européenne, c'est la paix, peut-être, mais pas l'Europe. Mais voilà, on l'a présenté comme le grand malade, alors que l'armée a fait vraiment un effort sur l'organisation, sur surtout le côté récent des matériaux. J'ai vu dans les missiles qu'ils ont vendus. Voilà, c'est plus un homme malade. Mais je pense qu'il utilise aussi cette politique étrangère audacieuse pour réaffirmer son pouvoir aussi dans la politique intérieure russe. Revenons à, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, Charlotte Dornelas. Est-ce que cet épisode peut peser finalement dans l'appréciation qu'auront les Français de sa politique extérieure ? Pour toutes les raisons qu'on vient de dire, oui, évidemment. C'est-à-dire que et pareil, j'ajouterais, encore une fois, quand la seule réponse que vous pouvez apporter, ce sont des sanctions, initialement, Emmanuel Macron a eu raison, et je pense que tout le monde s'entendra là-dessus, d'ailleurs tout le monde s'entend à peu près là-dessus, a eu raison de tenter tout par la voie diplomatique. Est-ce qu'il a eu raison d'exposer aux yeux du monde toutes ces tentatives diplomatiques ? Ça, c'est une autre question. Non, mais qui pèse aujourd'hui sur lui. La présidence Instagram. Parce qu'on entend dire que finalement, il a subi une certaine humiliation, finalement, dans les dernières heures. Mais c'est toujours le cas. J'entends bien. Derrière moi, la guerre, c'est toujours prestigieux. On se rappelle de George Bush sur son porte-avions. C'est toujours ça. Ils adorent endosser l'habit du chef militaire. Vous pensez que les Français seraient partants pour qu'on déclenche une guerre ? Parce que là, on parle des sanctions. Charlotte, tu parles des sanctions, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait ? C'est bien la question qui va lui être posée. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Non, mais c'est la question qui va lui être posée. C'est la question à la fois de qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine, parce qu'on explique qu'on est en soutien, alors qu'on sait à l'autre bout du monde, ça passe, mais là c'est pas très loin d'abord. Enfin, c'est même extrêmement près. Ensuite, que fait l'Union européenne ? Est-ce qu'elle est capable d'avoir une réponse extrêmement concrète ? Je sais pas. Donc à la fois Emmanuel Macron, il est contesté en interne sur sa propre communication et en externe sur le terrain européen qui est son terrain de jeu favori, notamment dans cette élection. Donc ça va être compliqué pour lui d'assumer ça. Merci Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Merci Fathia Gadboudjalat. Merci Vincent Herouet, éditorialiste à Europe 1. L'information, l'histoire presque minute par minute depuis ce matin sur Europe 1. Avec les prochains développements dans notre journal de 9h. Après Philippe Vandel, on marque une pause. À tout de suite.